donc comme intervenant M. Rudan, que je vous présentais comme directeur régional direct Île-de-France, lui-même en personne, ça c'est pour le taquiner évidemment. Monsieur Lawari Merabti, intervenant délégué régional à GFIP Île-de-France. On a Madame Maude Fagot, déléguée régionale, délégation régionale Île-de-France Commerce, et Sébastien Agot, chef de service à la Direct. Donc ces différentes personnes prendront à tour de rôle, j'allais dire, la parole, et c'est à eux que vous pourrez poser des questions, je répète, en fin de webinaire. D'emblée, je vais vous laisser la parole, Monsieur Rudan, et ensuite partager le PowerPoint qu'on a mis au point avec les participants. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'avoir l'occasion à la fois de vous faire cette présentation et puis, je l'espère, être en interaction avec vous sur le sujet des aides aux jeunes en Île-de-France dans le cadre du plan de relance. Peut-être avant cela, puisque l'organisation qu'on a retenue avec Défi Métiers qui organise ce webinaire et de faire en sorte qu'il soit tourné vers les entreprises, peut-être donc avant d'entrer concrètement dans les dispositifs jeunes du plan de relance, est-il utile que nous prenions un tout petit instant pour nous rappeler où nous sommes aujourd'hui et d'où nous venons depuis le mois de mars. Le plan de relance s'inscrit dans une mobilisation qui a vraiment été continue de la part des services de l'État. Je pense que tout le monde le mesure, mais néanmoins, pour vous donner un seul chiffre, mais je crois qu'il parle à lui-même, nous avons, au travers du dispositif d'activité partielle, mais aussi au travers des prêts garantis par l'État, du FFE formation, une intensité d'intervention pour soutenir les entreprises qui a été sans précédent, comme la crise le justifiait, parce qu'elle-même était sans précédent. Et du coup, concrètement, ce sont près de 6 milliards d'euros qui, pour le seul dispositif d'activité partielle, ont été versés pour soutenir la trésorerie des entreprises et permettre le maintien en leur sein des compétences qui sont nécessaires. La première étape de la reconstruction a été d'établir un certain nombre de plans d'action sectoriels autour des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire puis la situation économique, le secteur de l'automobile, de l'aéronautique, de la culture, du tourisme, du commerce de proximité. Et désormais, nous arrivons à une étape qui est une relance plus générale de l'économie à travers ce qu'il est convenu d'appeler le plan de relance et dont le petit nom pour les intimes, c'est France Relance. Alors, ce dispositif est un dispositif extrêmement massif, vous l'avez forcément entendu, 100 milliards d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire 100 milliards d'euros quand nous avons l'habitude, les uns et les autres, de compter en milliers, en dizaines de milliers, en centaines de milliers, parfois en millions? 100 milliards d'euros, c'est assez difficile de se projeter sur ce que ça veut dire. Ça veut dire quand même que l'ambition est de faire en sorte que ce dispositif de relance transforme notre économie, la transforme en soutenant d'abord l'emploi, priorité absolue du plan de relance, la lutte contre le chômage, mais transforme l'économie en renforçant sa compétitivité, en soutenant la cohésion du territoire et de la nation et naturellement avec un enjeu de verdissement qui est très très fort. Sur cette somme considérable d'une centaine de milliards, partie importante est tournée vers les TPE et les PME, que je sais nombreuses au cours de ce webinaire. Une partie importante représentant 25%. C'est-à-dire qu'on a 25 milliards d'euros qui sont tournés directement vers les entreprises petites, toutes petites et moyennes. On ne va pas balayer toutes ces mesures, c'est l'objet d'autres webinaires que nous organisons.
ces mesures aident à l'investissement, aident à la fiscalité, aident à l'innovation, mais un certain nombre de ces mesures visent à faire en sorte que les entreprises soient en situation de maintenir et d'augmenter les compétences en leur sein, en ayant un geste qui est indispensable, je le dis très simplement pour notre société, un geste qui les tourne vers les jeunes. Et c'est ce qui nous amène au thème de notre webinaire d'aujourd'hui. Alors, pour qu'on sache ce dont on parle, alors je vois qu'on a déjà bien avancé dans la présentation, mais les jeunes en Île-de-France, c'est quoi? Si on peut remonter un peu. Oui, excusez-moi, Monsieur Rudan, je suis navrée. J'étais un peu perdue dans mon PowerPoint. Voilà, ça fait partie du direct et des plaisirs. Alors, les jeunes, voilà, on peut même passer directement au transparent suivant. Les jeunes en Île-de-France, alors il faut dire le masque à la demande de plusieurs participants qui manifestement ont du mal à entendre. Les jeunes en Île-de-France, c'est 1,5 million de jeunes, compris entre 16 et 25 ans. La moitié d'entre eux sont en études, un tiers sont d'ores et déjà en emploi. Et la partie sur laquelle on a envie de concentrer tous nos efforts, c'est ceux qui, ils sont 11%, sont en situation de chômage, ou ceux qui sont, et c'est un nombre important, à hauteur de 5%, sont inactifs. Le taux de chômage des jeunes, juste pour reposer les choses, hein, c'est un peu plus de 23%, contre 12,5% pour l'ensemble de la population des 16-65 ans, avec des disparités qui sont très très fortes selon les territoires et des disparités qui sont très très fortes selon les niveaux de qualification. Du coup, je sais, avec tous ceux qui sont autour de ce webinaire, que nous avons la conviction que garder un de nos jeunes sur 4 en situation de recherche d'emploi n'est pas un enjeu viable et qu'il faut évidemment la mobilisation de tous. Et on espère que les mesures qu'on met en place pour que les entreprises puissent s'en saisir seront à la hauteur de l'enjeu et que les entreprises pourront donc vraiment se mobiliser. Cette mobilisation est d'autant plus importante que le contexte a largement aggravé le constat que je faisais juste avant, avec des demandeurs d'emploi qui, certes, augmentent, vous l'avez tous vu, dans toutes les catégories de la population, mais augmentent tout notamment chez les plus jeunes d'entre eux, avec une croissance de plus de 15%. Et voilà donc, quand on parle d'une situation où en Île-de-France, on a un enjeu très fort sur les jeunes et où on voit que la situation pénalise encore plus les jeunes, ce qui fait qu'on a absolument envie de se mobiliser pour les accompagner. Donc le plan de relance… Excusez-moi, il y a des personnes qui ont oublié d'éteindre leur micro. Je leur demande incessamment d'éteindre leur micro. Et même leur visuel, elles n'interviennent pas, de façon à ce qu'on voit bien M. Rudan. Du coup, c'est pour nous tous, ouais, mais… Ouais, Rhys, mais est-ce que Alex… Françoise, vous avez votre micro. Oui, j'ai mon micro. Mais très bien. Normalement, si, normalement, si. Hein. Normalement, c'est le but. Ils devraient leur mettre le VPN. Voilà, c'est ça. Il faudrait qu'ils aient le VPN. Je suis probablement d'accord avec l'idée qu'il faille mettre le VPN aux personnes qui s'expriment. Mais si Madame Guerrarki pouvait éteindre son micro, ce serait sûrement plus pratique pour les 240 autres personnes. Merci. Donc, la première mesure que j'avais envie de partager avec vous, c'est une mesure d'aide à l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Ces mesures d'aide à l'insertion des jeunes sur le marché du travail, c'est 6,5 milliards d'euros sur la centaine dont je parlais tout à l'heure, ce qui est évidemment une somme tout à fait considérable. L'idée de cette mesure, c'est de faire en sorte que les entreprises
que vous ayez envie de profiter de cette situation pour intégrer des jeunes dans l'entreprise. Alors vous me direz, beau discours, évidemment tout le monde peut y croire, mais quand on ne sait pas de quoi le lendemain est fait, comment peut-on se projeter sur l'embauche d'un jeune dans la durée? Et donc l'idée de ce dispositif est de faire en sorte que justement cette embauche soit réellement facilitée pour les entreprises et qu'elles puissent du coup se mettre en œuvre simplement. L'embauche des jeunes, le premier dispositif qu'on mobilise, c'est donc une aide dite coup de pouce qui permet sur la première année de recrutement d'un jeune à chaque entreprise de bénéficier d'un soutien financier de 4 000 €. Ce soutien financier est construit à la fois pour les entreprises qui embauchent dans la durée, en CDI, mais comme on est conscient que le contexte économique n'est pas simple pour envisager des recrutements, et le dispositif est rendu possible aux entreprises dès qu'elles mobilisent un CDD d'une durée au moins égale à 3 mois. C'est-à-dire qu'on peut assez aisément avoir des recrutements de jeunes dans ce contexte-là. Alors, qui peut bénéficier de cette aide? Et globalement, c'est très, très ouvert. Globalement, évidemment, toutes les entreprises et même le tissu associatif qui recrute un jeune de moins de 26 ans entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. Ce dispositif est donc d'ores et déjà actif et pour obtenir le financement, les entreprises ont simplement à se connecter sur un site public, qui est le site de l'ASP, que certains d'entre vous utilisent déjà, SILAE, notamment pour l'apprentissage. Donc l'aide est versée, du coup, si on poursuit les transparents dans la limite que j'évoquais de 4 000 €, et elle peut être versée dès lors que l'entreprise fait sa demande dans les 4 mois qui suivent l'embauche du jeune. Donc, on voit que pour le dispositif a été ouvert au 1er août, et donc les entreprises ont jusqu'à la fin de cette année pour, y compris, régulariser, si vous me permettez l'expression, la demande de soutien financier pour l'embauche des jeunes. Le montant de l'aide est évidemment proratisé en fonction du temps de travail du salarié et en fonction de la durée du contrat. Et cette aide n'est pas cumulable avec d'autres aides d'État qui soient liées à l'insertion du même salarié. À l'inverse, cette aide à l'embauche est cumulable avec les déductions générales des cotisations patronales, les aides, on y viendra tout à l'heure, de la GFIP, et les aides qui peuvent être attribuées par une collectivité ou par des établissements publics, et typiquement Pôle emploi. À l'inverse, je ne l'ai pas dit, mais ça va quasiment de soi, ne sont pas éligibles à ce dispositif les structures publiques, l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs, les établissements publics industriels et commerciaux et les sociétés d'économie mixte. Donc l'idée est vraiment, vous l'aurez vu, de faire un dispositif qui soit simple, proportionnel à la mobilisation des entreprises en fonction de temps, de quantité de travail, de durée de contrat, et aisément accessible puisqu'il est sur simple déclaration sur le site de l'ASP. Si on poursuit, du coup, en synthèse, pour pouvoir bénéficier de cette aide à l'embauche des jeunes, l'embauche doit intervenir entre le 1er août 2020 et le 31 janvier de l'année prochaine. Concerner un jeune de moins de 26 ans qui soit embauché en CDI
en CDI intérimaire ou en CDD de plus de 3 mois, avec une rémunération qui est plafonnée à 2 fois le SMIC, ce qui permet de couvrir une large part de la population des salariés. L'aide vise donc les embauches nouvelles et donc évidemment les renouvellements de contrats n'ouvrent pas droit à l'aide. L'aide ne sera pas perçue si le contrat n'a pas la durée minimale dont je parlais de 3 mois. Et enfin, le poste dont on parle, bien sûr, ne doit pas avoir été l'objet d'une suppression dans le cadre d'un licenciement économique, notamment dans la période depuis le 1er janvier de l'année pour éviter les incitations à supprimer des postes et à les recréer avec le bénéfice d'une aide. Cette aide se décline, si on poursuit la présentation, également pour le public qui est en situation de handicap. Donc c'est exactement le même dispositif qui est cette fois-ci par contre sans limitation liée à l'âge et qui concerne donc toutes les personnes qui bénéficient d'une reconnaissance de leur qualité de travailleur handicapé et qui sont recrutées entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021. Petite précision pour les amateurs de détails, le décret d'application est en cours de finalisation. Ce qui est intéressant à ce stade de notre présentation, c'est de retenir que ces aides à l'embauche de personnes en situation de handicap peuvent venir très utilement compléter les dispositifs d'accompagnement du recrutement des personnes en situation de handicap et qui existent et qui sont mobilisés par l'AGEFIP. Donc, je pense qu'à ce stade, il serait peut-être utile qu'on puisse avoir un petit éclairage complémentaire à celui que je viens de donner sur ce qui est possible pour l'accompagnement par l'AGEFIP. Merci, bonjour à toutes et à tous. Lawari Rapti, je suis le délégué régional de l'AGEFIP. Je sais, en complément de ce qu'a dit M. Rudon, l'aide AGEFIP la plus complémentaire par rapport à cette aide de l'État, c'est une aide qu'on appelle l'accueil et l'intégration et l'évolution professionnelle. Et cette aide-là, elle est plafonnée à 3 000 € qui vient en complément pour permettre à l'entreprise ou à l'employeur d'accompagner les managers à la prise en compte du handicap, l'accompagnement individualisé pour les personnes dans l'encadrement, le tutorat, et aussi toutes les actions de sensibilisation ou de formation du collectif de travail. Cette aide-là, elle est aux mêmes conditions de l'aide à l'embauche. Tout employeur d'une personne handicapée en CDI ou en CDD de 6 mois et plus, et en complémentarité des aides. Donc, vraiment, elle va en complément sur un plan d'action. C'est une aide qui est prescrite par le service public de l'emploi, pour l'emploi, Cap Emploi, mission locale. Et dans ce cas, et nous, AGEFIP, éventuellement, parce que ça peut être aussi directement, l'AGEFIP peut la mobiliser, et dans ce cadre-là, elle vient en complément de l'aide de l'État, qui est l'aide à l'embauche, qui est plafonnée à 4 000 €, et les décrets ne sont pas sortis, ce que disait M. Rudon. Si vous permettez, à la slide suivante, on a souhaité un peu illustrer par un cas concret. On est parti sur une base d'une entreprise qui s'appelle Rénov Habitat, secteur bâtiment, 25 salariés, recrute en CDI un maçon à temps plein, Kevin, 28 ans, QTH handicap moteur. L'aide exceptionnelle de l'État plafonne le maximum 4 000 € et en complément et en fonction du besoin, cette aide d'accueil à l'intégration, mais aussi on peut prendre en charge, au-delà de ça, tout ce qui concerne l'aménagement de situation de travail de la personne, que ce soit des chaussures spécifiques de sécurité pour la personne, soit des financements sur du matériel par rapport à la compensation du handicap. Ce qui est aussi important, c'est que cette entreprise va contribuer à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, ça rentre dans son quota des 6%. Voilà pour cette aide-là et la complémentarité de cette aide-là. Ça, c'est plutôt sur les aides à l'apprentissage et l'alternance, mais je pense que ça viendra après si vous souhaitez qu'on essaie d'alterner et de l'interactivité entre les uns et les autres. Très bien. Vous voulez que je déroule directement tous les aides? Peut-être que, parce que sinon on va revenir. D'accord, très bien. Je regarde l'heure, monsieur Lavrati. C'est en 5 minutes, je reste de tenir le timing. Si vous revenez sur la slide majorée à la conclusion d'un contrat en alternance, donc là aussi, une aide, la slide suivante, s'il vous plaît.
Voilà, c'est celle-là. Au-dessus, celle au-dessus, vous remontez à 3. Cas concret? Encore au-dessus, voilà. C'est une aide qui est concernant les contrats d'apprentissage, mais les contrats en alternance apprentissage et la professionnalisation, qui a un montant maximum de l'aide de 4 000 € pour un contrat d'apprentissage et 5 000 € pour un contrat de professionnalisation. Ça vient aussi en complément des aides de l'État, et ça va pour les contrats entre le 11 mai et au plus tard le 28 février. Un cas concret, comme ça on va directement sur le cas concret, après on répondra aux questions. Entreprise de technologie, bureau d'études, système, inférieur informatique, 10 salariés, recrute en contrat d'apprentissage pour 2 ans, à lycée à 20 ans handicapé, auditif, aide exceptionnelle de l'État peut aller jusqu'à 8 000 €, aide majorée de la GFIP 2 500 et en complément et en fonction du besoin, mobilisation de cette aide d'intégration et de la personne avec la prise en charge du tutorat, mais aussi de la sensibilisation du collectif de travail, et aussi prendre en charge l'ensemble des aménagements, s'il y a un aménagement nécessaire pour cette personne-là, bureau, matériel informatique si la personne a des problématiques visuelles ou auditives, et aussi l'entreprise s'est intégrée dans le cadre de son obligation d'emploi. J'essaie de tenir le ton, voilà, et après peut-être je répondrai aux questions. Merci beaucoup, Monsieur Ratti. Alors, on a convenu que les questions allaient être en fin de webinaire. Donc, restez avec nous jusqu'au bout, s'il vous plaît, s'il y en a. Et je vous propose, il est 16h25, on est bon d'entamer justement sur l'alternance, l'aide pour recruter un alternant. Au risque de vous faire mentir, je voudrais qu'on s'arrête juste un instant sur le transparent précédent, parce que c'est important pour moi de partager une idée avec l'ensemble des participants. Ils vont commencer là, sur l'aide d'apprentissage. L'idée du plan de relance, c'est de faire en sorte que l'argent qu'on mobilise puisse être très rapidement efficace. Et pour être très rapidement efficace, il est important pour nous qu'il soit mobilisé très simplement. J'espère que la présentation que j'aurais faite au départ vous aura convaincu que c'était simple. En tout cas, on a souhaité que les choses soient le plus lisibles possible. Donc, il y a un petit guide explicatif qui a été publié, que évidemment vous pouvez consulter si vous êtes une entreprise, que vous pouvez diffuser si vous êtes un acteur de l'accompagnement des entreprises. Il y a aussi un numéro d'appel qui est dédié à ce dispositif avec des conseillers qui vous le connaissent par cœur et qui peut évidemment non seulement être relayé, mais même surtout utilisé par chacune des entreprises et qui figure à l'écran. Voilà, donc, un petit message autour de la simplicité que nous cherchons sur ce dispositif et de l'accompagnement que nous voulons pour chacune des entreprises. Ça nous amène donc, je me permets de vous interrompre pour dire à tous les participants que ce PowerPoint vous sera envoyé, ainsi qu'à l'ensemble des plus de 500 inscrits. Donc, ne vous inquiétez pas pour l'adresse parfois un peu compliquée à noter, l'adresse HTTPS. Excusez-moi, Monsieur Rudan. Non, mais vous avez raison de le dire. Je vois beaucoup de questions sur ce thème sur le chat, donc c'est très bien. Ne vous précipitez pas à copier une adresse longue comme un transparent, ça vous sera envoyé. Le deuxième dispositif dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est celui de l'aide au recrutement des alternants. Alternants au sens large, que ce soit les contrats d'apprentissage ou les contrats de professionnalisation. Depuis quelques années, en particulier depuis la loi pour choisir son avenir professionnel, on voit que la voie de l'apprentissage n'a plus seulement la réputation d'être une voie d'excellence. Elle est devenue une voie d'excellence et elle est devenue une voie reconnue comme telle. Les entreprises qui recrutent par cette voie sont toutes extrêmement satisfaites des recrutements qu'elles peuvent réaliser. Les jeunes qui bénéficient d'une formation en alternance et d'une insertion dans l'emploi extrêmement facilitée sont tous ravis d'avoir un métier qui corresponde à leurs aspirations, d'avoir des voies de formation qui correspondent à leurs aptitudes, à leurs compétences. Et donc, la
l'alternance est vraiment devenue une voie d'excellence et nous avions une inquiétude, je le dis assez simplement, au sortir de la période de confinement, c'est que la situation économique et que les entreprises n'aient plus la possibilité d'investir autant que nous le souhaitions en termes de développement des compétences par la voie de l'alternance. Bien sûr, on peut se mettre à la place d'un chef d'entreprise, je le disais en ouverture de webinaire, et quand on se pose la question du lendemain sur le carnet de commandes, on a un peu de mal à être dans le même temps sur le surlendemain dans les compétences au sein de l'entreprise. Et c'est pour ça que le gouvernement a mis en place un dispositif vraiment extrêmement ambitieux d'accompagnement par une aide financière au recrutement des alternants, avec une aide qui atteint pour les mineurs 5 000 euros pour la première année et 8 000 euros même pour les alternants majeurs. Donc le dispositif est ouvert à toutes les entreprises, une nouvelle fois, très petites, moyennes ou grandes, qui recrutent un alternant entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. L'idée est de faire que ce dispositif soit très ouvert et en particulier que donc toutes les entreprises y puissent y avoir accès, avec néanmoins le maintien de l'obligation pour les entreprises de plus de 250 personnes d'avoir le taux de 5% d'alternants qui est requis par la réglementation. Alors, quels jeunes sont concernés? Donc là aussi, vous le verrez, le public jeune est très large, puisque ce sont des jeunes qui préparent un diplôme qui commence au CAP pour aller jusqu'au Master 2. Donc, on voit bien qu'on a le panel quasiment complet des compétences. Je dirais, à part un doctorat en alternance, il n'y a pas grand-chose qui échappe aux aides à l'embauche d'un alternant. Donc, cette aide est éligible, les entreprises qui recrutent un alternant peuvent bénéficier de cette aide, que ce soit un alternant par la voie de l'apprentissage ou que ce soit un alternant par la voie du contrat de professionnalisation. Du coup, quand on regarde concrètement l'effet de cette aide, ça nous laisse une situation qui est extrêmement intéressante pour l'entreprise, mais aussi bien sûr pour les jeunes qui en bénéficient, puisque globalement l'aide exceptionnelle du plan de relance couvre 100% du salaire minimum de l'apprenti la première année et globalement 80% pour les apprentis compris entre 21 et 25 ans. Évidemment, rien n'interdit à une entreprise d'avoir une rémunération de ses apprentis qui soit supérieure, mais en tout cas, la couverture du minimum légal et réglementaire est complètement assurée. Donc, cette aide se substitue à l'aide unique qui existait antérieurement. Par contre, pour les années de suite d'apprentissage ou d'alternance, donc au-delà de la première année, l'aide unique se poursuit et reprend. Donc on voit bien que l'idée de ce dispositif, c'est d'avoir un coup de pouce l'année de l'embauche pour faire en sorte que le reste à charge pour les entreprises soit extrêmement faible et qu'elles aient envie d'investir dans cette voie de formation. Parce que c'est un investissement, il faut mobiliser un maître d'apprentissage, il faut admettre que l'entreprise n'est pas seulement un lieu de travail, mais aussi un lieu d'apprentissage. Et donc, c'est un dispositif qui, certes, nécessite de l'investissement des entreprises, mais est très, très fortement soutenu. Donc là aussi, nous avons souhaité faire en sorte que le dispositif soit aussi simple que possible. Donc, de la même façon que tout à l'heure, un guide a été mis en place pour les aides à l'embauche d'alternants. Et là aussi, un numéro de téléphone a été mis en place pour répondre à toutes les questions que peuvent avoir les entreprises ou
ou les alternants. Ce dispositif, nous avons vraiment une ambition de faire en sorte qu'en dépit du contexte difficile que traverse un certain nombre d'entreprises, eh bien, ils puissent faire en sorte qu'en matière d'alternance et notamment d'apprentissage, l'année 2020 soit encore meilleure que l'année dernière, qui elle-même était une année record. Voilà, donc c'est l'ambition qu'on a envie de partager avec toutes les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui. Merci, Monsieur Rudan. Je voulais rappeler notamment aux 20 à 30 personnes qui nous ont rejoints là en cours du webinaire que toutes les questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, hein, sur le fil de la conversation. Elles seront reprises en fin de présentation. Donc la présentation va continuer avec Monsieur Ago, chef du service à la Directe, qui va, si j'ai bien compris, nous présenter les contrats aidés dans le secteur marchand. Oui, tout à fait. Je suis Sébastien Ago, responsable du service des parcours d'accès à l'emploi à la Directe de France. Là, je vais vous parler d'une autre aide à l'embauche qui a été réactivée, hein, puisqu'il s'agit des contrats aidés, ce qu'on appelle donc les CIE, les contrats d'insertion dans l'emploi, pour le secteur marchand, qui ont été réactivés cette année. Donc, en effet, le plan Un Jeune, une solution a prévu comme objectif d'accompagner les jeunes éloignés de l'emploi en construisant pas moins de 300 000 parcours d'insertion sur mesure. Parmi ces parcours, entre autres, donc on a 120 000 contrats aidés supplémentaires qui ont été prévus pour les jeunes et vraiment ciblés sur les jeunes. Parmi ces 120 000 contrats aidés, il y en a un certain nombre qui sont prévus pour le secteur non marchand de manière très classique. Cette année a été réactivé donc, le contrat initiative emploi à destination des jeunes et uniquement des jeunes pour le secteur marchand. Donc, ça représente en objectif national dès cette année 10 000 nouveaux CIE jeunes qui sont attendus. Et l'année prochaine, donc en 2021, nous en aurons 50 000 en plus, donc pour un total de 60 000. Pour cette année, ça représentera environ 1000 contrats initiative embauche qui seront dédiés à l'Île-de-France. Donc, ce contrat donc initiative embauche avait été, on va dire, un petit peu éteint ces dernières années, puisqu'il était réservé aux DOM. Là, il est à nouveau élargi et il s'adresse donc aux jeunes âgés de moins de 26 ans, mais à l'exception des jeunes en situation de handicap où la limite d'âge est portée à 30 ans. L'objectif principal reste bien sûr l'insertion des publics les plus éloignés de l'emploi. C'est toujours l'objectif des contrats aidés et il n'a pas changé. Et le cadre juridique perdure puisque c'est le cadre juridique classique du QI, donc du QI-CIE, qui reste en place maintenant depuis de nombreuses années. Donc voilà, la circulaire des GFP qui est sortie le 28 septembre dernier encadre ce recours au QI de manière nationale, avec une durée hebdomadaire de 30 heures, une durée des contrats qui est de 9 mois et un taux de prise en charge unique qui est de 47%. Donc tout cela sera repris dans un arrêté préfectoral qui sortira très bientôt. Mais là, pour ces paramètres-là, en tout cas, ils sont déjà arrêtés au niveau national. Voilà pour ce qui concerne ces contrats qui, bien sûr, doivent être de qualité, avec une qualité qui est importante et sur laquelle les services de l'État resteront et des prescripteurs resteront très attentifs, hein, puisqu'on a un accompagnement, une mise en situation professionnelle et une acquisition de compétences qui doivent accompagner ces contrats. Et là, l'accompagnement est bien sûr essentiel, avec une partie de tutorat qui est toujours importante, et puis de la formation qu'on demande de mettre en place pour ces contrats-là.
Également un certain nombre de secteurs et filières stratégiques qui seront, on va dire, plus ciblés et préférés, donc le social, le médico-social, la transition écologique, le numérique, la culture, le sport, qui sont des secteurs qui seront particulièrement ciblés pour ces contrats CIE. Voilà pour ce qui concerne le CIE. Les prescripteurs sont les prescripteurs habituels pour les contrats aidés, à savoir Pôle emploi, les missions locales et également les Cap emploi. Merci beaucoup, Monsieur Ago. Alors ça, c'est un premier dispositif, enfin oui. Un énième dispositif, j'allais dire, parce que là, on en présente plusieurs. Je rappelle à tous les participants, posez vos questions, vos remarques, vos commentaires. Il y a peut-être des acronymes que vous ne comprenez pas. Il y a peut-être voilà, des mots ou des syntaxes dont on peut avoir l'habitude dans un certain milieu, mais pas dans tous. Donc, n'hésitez pas, aucune question n'est sotte, bien entendu. Et puis, on va pouvoir passer, si vous le voulez bien, à un autre dispositif dont on a pu entendre parler aussi dans la presse. Monsieur Ago, vous continuez sur les emplois francs plus. Donc les emplois francs, alors c'est un dispositif, les emplois francs qui existe maintenant depuis 2 ans. C'est un dispositif expérimental qui existait juste en Île-de-France et dans quelques autres régions. Il est maintenant, on va dire, adapté dans le cadre du plan Un jeune, une solution, puisqu'on a un emploi franc plus qui est en train d'être mis en place. Attendez, je vous interromps, monsieur Ago. Oui. Je vous interromps, monsieur Ago. Quelqu'un n'a pas éteint son micro et on entend tout ce qu'il dit. S'il vous plaît, faites l'effort d'éteindre vos micros si vous ne parlez pas. Merci, monsieur Ago, de continuer. Je joue la méchante. Oui. Donc, les emplois francs plus qui sont aujourd'hui exceptionnellement bonifiés afin d'être rendus plus attractifs pour les jeunes en QPV. Donc, c'est un dispositif qui est réservé pour les jeunes qui sont domiciliés en QPV. Au départ, c'était pour un certain nombre de QPV, ça a été élargi à l'ensemble des QPV et la prime donc devient plus qu'intéressante pour embaucher un jeune en QPV. QPV, s'il vous plaît, ça veut dire quoi? QPV. Excusez-moi. QPV, c'est les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Excusez-moi. C'est les quartiers les plus en difficulté, on va dire, qui sont nombreux en Île-de-France, notamment. Donc, le cadre juridique du dispositif, lui, est inchangé. Donc, on a des montants qui sont relevés pour le public jeune, pour les contrats qui sont conclus donc, entre le 15 octobre de cette année et le 31 janvier de l'année prochaine. Donc, c'est 7 000 € la première année et 5 000 € les 2 années suivantes pour un CDI, donc soit une prime donc, de 17 000 € sur 3 ans, 5 500 € puis 2 500 € la deuxième année pour un CDD supérieur à 6 mois. Donc, ça peut représenter jusqu'à 8 000 € sur 2 ans. Donc, les jeunes éligibles aux emplois francs peuvent être suivis soit par Pôle emploi, soit par les missions locales, donc qui sont finalement les prescripteurs en quelque sorte de cet emploi franc, même s'il n'y a pas de prescription à proprement parler, puisque c'est une simple déclaration par l'employeur. Donc, j'ai mis ensuite quelques exemples chiffrés. Par exemple, pour un temps plein en CDI, la première année, ça représente 2 versements semestriels de 3 500 €. Et à partir de la deuxième année, ça peut faire des versements semestriels de 2 500 €. Donc, ça ferait bien 17 000 € sur 3 ans, ce qui représenterait la première année, donc un coût total mensuel pour l'employeur qui devrait être de 1 028 € après versement, de 583 € d'aide emploi franc plus. Donc, c'est quand même assez intéressant pour le coup. J'ai mis 2 autres exemples, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour les temps partiels, évidemment, c'est au prorata. Et pour un CDD de 12 mois, ça dépend évidemment de la durée du CDD. Donc voilà pour les emplois francs. Pour les emplois francs plus, qui est un dispositif aussi qui est assez intéressant pour les entreprises et pour les jeunes qui habitent en QPV de manière générale et qui sont un public souvent discriminé. Donc, je repasse peut-être la parole à M. Rudan pour le dispositif suivant.
Merci beaucoup. Alors peut-être avant d'entrer dans le dispositif suivant, parce que là on a passé beaucoup d'informations et donc peut-être qu'on peut se donner juste un instant pour essayer de résumer l'état d'esprit de ces dispositifs. D'abord, une aide très générale pour l'ensemble des recrutements des jeunes. Quel est son objectif? Clairement faire en sorte qu'on ait le moins de jeunes possible qui se trouvent sur le carreau dans cette situation économique. Et puis ensuite, on a des aides qui sont un peu ciblées. Premier ciblage vers les publics en alternance, parce qu'on pense que c'est la voie de l'excellence et qu'on a envie d'aider de manière spécifique les recrutements des jeunes en alternance. Deuxième ciblage vers les publics qui sont un peu plus en difficulté encore et qui se trouvent assez éloignés du marché du travail. Et c'est le dispositif des contrats aidés dont parlait M. Lago juste avant. Et enfin, un troisième dispositif, parce qu'on sait que, quelle que soit notre mobilisation, vivre dans un quartier prioritaire des politiques de la ville, c'est souvent un handicap dans le marché du travail et donc un accompagnement spécifique pour les jeunes ou les entreprises qui proviennent de ces quartiers. Vous voyez un dispositif général et trois ciblages un peu précis pour accompagner quelques enjeux. Désolé si ça paraît un peu touffu, mais j'espère que cette synthèse pourra redonner un peu de lisibilité à l'ensemble. Enfin, l'idée à ce stade était non pas de vous parler d'un énième dispositif mais plutôt d'essayer de vous offrir l'opportunité pour ceux qui le souhaitent de traduire leur implication d'entreprise responsable par l'adhésion qui est facilitée là aussi à des clubs d'entreprises qui sont un peu spécialisés dans ces enjeux d'exercice de la responsabilité sociétale des entreprises. Je voulais vous parler d'une initiative que le ministère du Travail porte, qui est un dispositif qui s'appelle La France une chance, les entreprises s'engagent. Pourquoi ce dispositif? Parce qu'on constate que de nombreux chefs d'entreprise se mobilisent et ont souvent besoin d'échanger entre pairs, de pouvoir partager les bonnes idées, parfois partager leur fierté, parfois échanger sur leurs difficultés. Et donc, on souhaite faciliter à travers ce dispositif La France une chance, les entreprises s'engagent, faciliter cet échange par la mise en place de clubs d'entreprises au niveau départemental ou infradépartemental. Donc, il existe au moins un club dans chaque département de l'Île-de-France. Ces clubs sont pilotés par le commissariat à l'insertion dans l'emploi et à l'engagement des entreprises et sont des lieux d'échange de pratiques. Pour adhérer à l'un de ces clubs, rien de plus simple. La signature d'une charte d'engagement pour contribuer à l'un des 11 thèmes qui participent à l'insertion dans l'emploi au sens large, depuis les alternants, en passant par les publics en situation de handicap, les engagements sur l'égalité égalité hommes-femmes. Et nous avons en Île-de-France un objectif qui est de faire en sorte que nous ayons dans les prochaines semaines, les prochains mois, 800 entreprises qui soient signataires de cette charte d'engagement dans le dispositif La France une chance et qui du coup bénéficient évidemment des services apportés par ce réseau d'entreprises. Et tout notamment, bien, nous avons envie que parmi les engagements qui peuvent être pris par les entreprises, une nouvelle fois de façon tout à fait volontaire, on n'est pas là dans un dispositif réglementairement contrôlé, c'est vraiment une volonté propre du chef d'entreprise. On souhaite et on espère qu'il y aura une priorité qui pourra être donnée sur la mobilisation des emplois francs et l'apprentissage, parce que tout le monde sait que les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont un véritable enjeu en Île-de-France et que l'apprentissage, évidemment, je n'y reviens pas, est tout à fait essentiel pour l'Île-de-France comme pour les autres territoires.
Donc voilà, je voulais sur ce dernier dispositif simplement inviter ceux qui nous écoutent à le rejoindre s'ils le pensent utile, parce que c'est une belle opportunité de partager entre entreprises qui ont les mêmes ambitions, les mêmes valeurs. Et ils peuvent pour cela s'appuyer sur nos référents et la simple recherche de la France Une Chance, les entreprises s'engagent, leur permettent aux entreprises d'accéder à l'ensemble des informations et aux contacts utiles dans chacun des départements. Voilà, on aura d'ailleurs quelques événements dans les prochaines semaines qu'on essaiera de médiatiser un tout petit peu à partir du mois de novembre autour de cette ambition partagée de faire en sorte que les entreprises témoignent de l'engagement qu'elles vivent au quotidien. Voilà, donc on vous a présenté un ensemble de dispositifs. On va répondre, il y a pas mal de questions qui se posent, mais peut-être peut-on aller directement sur les points de contact qui sont à l'écoute de tous ceux qui sont autour de ce webinaire. Les missions locales que les uns et les autres connaissent sans doute parce que ce sont des interlocuteurs naturels des jeunes qui sont en situation d'insertion et d'insertion professionnelle notamment. Bien sûr Pôle emploi, qui est un interlocuteur tout à fait légitime et bien sûr reconnu. Et enfin, pour les publics en situation de handicap, les interlocuteurs de la GFIP qui sont à la disposition des entreprises et dont le directeur nous a présenté tout à l'heure les accompagnements dans le domaine du handicap. Voilà pour cette présentation. Alors, je ne sais pas comment vous voulez qu'on fonctionne. On a reçu quelques questions. Comment voulez-vous que nous essayions d'y répondre ? Alors, ce que je propose aux participants, c'est aussi, donc je répète, ils recevront le PowerPoint, donc tous les éléments qui ont été notés, les montants, etc., ils vont les recevoir très, très vite. Ne vous inquiétez pas, c'est une question de 24 à 48 heures grand maximum. Il y a aussi des informations qui sont régulièrement mises à disposition de la directe, avec des fiches détaillées, par exemple, des mesures qui me paraissent tout à fait intéressantes. Voilà, vous aurez ce PowerPoint. Alors, je vais donner la parole maintenant. Je vais arrêter mon partage de documents, si vous voulez bien. Je vais laisser la parole à ma collègue Pauline, qui a recensé avec l'équipe de la directe les questions au cœur de cet échange. Je reprends pour qu'il n'y ait pas de frustration. Des questions très techniques pourront avoir réponse. On va évidemment considérer toutes les questions, mais les réponses très techniques ne seront pas l'objet de réponses au sein de ce webinaire, mais plutôt par ailleurs et par écrit, parce que c'est toujours un petit peu délicat de se lancer dans des explications en très peu de temps. Je laisse ma collègue, du coup Pauline, de poser les questions et puis on va voir les intervenants selon le cas qui seront mobilisés. Je vous rappelle donc il s'agit de M. Rudan, directeur de la directe, de Sébastien Gauche, chef du service, à la directe, de Maude Fagot, qui est de l'OPCO Commerce, et de M. Merapti, qui est de la GFIP, donc pour les personnes en situation de handicap. C'est bon, Pauline, je te laisse intervenir. Alors, une première question concernant le téléservice de l'ASP. Il nous est demandé de préciser le nom de ce téléservice. Est-ce que l'un d'entre vous peut répondre ? On va essayer de s'y employer. Alors, je ne vous lis pas l'ensemble de l'adresse Internet. Vous l'aurez dans le transparent. Le téléservice, c'est un téléservice qui s'appelle SYLAE, S-Y-L-A-E, qu'on trouve sur tous les bons moteurs de recherche. Je ne fais pas de publicité. Le lien figure du coup sur la 8e diapositive du support qu'on vous enverra dans les tout prochains jours. Et ce qui est utile à signaler, c'est que ce téléservice est actif depuis le 1er octobre et que donc dès aujourd'hui, il peut être utilisé par les entreprises qui le souhaitent.
Merci. Alors, une question sur les contrats d'apprentissage. Est-ce qu'il est possible de bénéficier d'une aide à l'embauche pour engager un apprenti en CDI suite à un contrat d'apprentissage? Alors, je confirme bien volontiers. Et d'ailleurs, peut-être Madame Fagot souhaitera-t-elle apporter un éclairage aussi sur les accompagnements qui peuvent être apportés par les OPCO. Hein, mais bien sûr, l'aide à l'embauche est accessible si on a une embauche en CDI d'un jeune à la suite d'un contrat d'apprentissage, puisque c'était la question, sous réserve des critères généraux d'éligibilité des entreprises. On a vu tout à l'heure qu'ils étaient très, très ouverts. Oui, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas d'ailleurs si Mme Fagot souhaitait apporter un éclairage de complémentaire sur ce qu'il est possible que les OPCO apportent en accompagnement dans les processus de recrutement d'apprentis. Bonjour, je me permets du coup de prendre la parole, Maud Fagot, donc déléguée Île-de-France de l'UpCommerce. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Simplement, oui, alors c'est vrai que ce que précisait Madame le maire, là, le sujet n'est pas sur les points techniques. Moi, si j'ai un message à faire passer aux entreprises, c'est globalement les OPCO, on est l'acteur majeur du recrutement des jeunes en alternance, que ce soit le contrat de pro ou le contrat d'apprentissage. Donc, de toute façon, si j'ai un message clé à vous faire passer, c'est vraiment de penser à contacter votre OPCO, hein, selon votre branche professionnelle et votre secteur d'activité, pour que l'on puisse en amont définir avec vous peut-être le cursus de formation, choisir aussi peut-être avec vous le CFA, l'organisme de formation. Et puis, par ailleurs, bien sûr, on vous accompagne sur le financement des coûts pédagogiques. Ça, c'est pas un sujet, hein, ça a toujours été le cas. Et peut-être aussi vous accompagner dans la mobilisation des différentes aides dont il a été question là sur le pilier autour de l'alternance, que ce soit pour les travailleurs en situation de handicap ou bien que ce soit les aides dont on vient de parler ici. On est votre porte d'entrée pour bien sur l'aspect technique, sur l'aspect anticipation, mobilisation des aides. Donc, pensez à contacter votre OPCO. Moi, j'interviens ici au nom de l'UpCommerce, mais vous savez que selon votre branche professionnelle, vous dépendez d'un OPCO. Et donc, l'idée, c'est vraiment de mobiliser votre conseiller emploi-formation sur ce sujet. Voilà, pour le message des OPCO. Merci, Madame Fagot. Pauline, alors, j'ai une autre question concernant les contrats de professionnalisation cette fois-ci, et notamment sur le niveau de diplôme. Alors, question simple, réponse technocratique jusqu'au niveau 7. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Les jeunes qui sont éligibles pour le contrat pro d'ailleurs, comme pour le contrat d'apprentissage, sont ceux qui sont en formation jusqu'au niveau master ou diplôme d'ingénieur. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure que les formations du grand supérieur et notamment les doctorats sont quasiment le seul point d'exclusion de l'aide à l'embauche en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Très bien, merci. Une question de précision cette fois-ci sur toujours les aides à l'embauche. C'est parce qu'on évoquait la limite d'âge de 25 ans. Donc la question est la suivante. Est-ce qu'il s'agit de 25 ans révolus ? Alors, en fait, selon les cas, vous pouvez entendre 25 ou 26 ans. En réalité, c'est bien 25 ans révolus, c'est-à-dire que sont éligibles concrètement les jeunes qui ont moins de 26 ans, c'est-à-dire y compris durant l'année, durant leur 25e année. Très bien. Alors, sur les aides, alors plus particulièrement les aides pour l'alternance, est-ce qu'elles sont cumulables par l'entreprise? On a le même critère. Alors, je me tourne les équipes. En termes de cumul, sont les mêmes critères de cumul que ceux qui ont été présentés sur l'aide à l'embauche. C'est-à-dire faire un contrat, on peut être éligible à l'aide à l'embauche après un contrat d'alternance. On vous revient sur cette question-là.
D'accord. Alors après, j'ai beaucoup de demandes de précision très techniques, hein, donc qui feront l'objet dans un deuxième temps d'une actualité pour que ce soit plus clair à travers un support, parce que j'ai vraiment beaucoup de questions techniques, très techniques. Donc ce sera reprécisé dans un document ultérieur. Voilà, peut-être une question pour la GFIP. Une dernière question concernant, cette fois-ci encore le cumul des aides, mais le cumul des aides de droit commun avec celle de la GFIP. Monsieur Rudon, au moins, les aides sont cumulables. Ce que je disais dans la présentation, les aides de la GFIP sont cumulables avec celles de l'État. Donc, on est bien dans cette complémentarité. Donc, il y a les aides de l'État mobilisées et les aides de la GFIP. Et les aides de la GFIP de deux niveaux. Il y a les aides d'incitation à l'embauche, que ce soit dans le cas des contrats en apprentissage ou les contrats de professionnalisation, et les aides qui sont liées à la compensation du handicap. Et là, on déroule toute l'offre de services de la GFIP pour permettre une bonne intégration, un bon accès à l'emploi pour une personne en situation de handicap pour répondre aux attentes de l'entreprise. Donc, c'est répondre oui, ils sont cumulables. Très bien. Est-ce qu'il y a, il est 16h57, on a droit peut-être encore à une question ou à un commentaire supplémentaire, mais on va devoir bientôt se quitter, c'est l'ultime. Oui, excusez-moi, est-ce que je peux juste poser une petite question, parce que ce n'est pas technique. Si on est une entreprise de plus de 250 salariés, qu'on ne peut pas bénéficier de l'aide à l'alternance, parce qu'on n'atteint pas le taux de 3%, est-ce qu'on peut du coup monter un dossier sur un jeune, une solution, l'aide de moins de 26 ans? Sans cumuler les deux, bien évidemment. Mais est-ce qu'on peut passer du coup sur l'autre aide? Merci. Alors, je ne sais pas qui prend la parole, mais mon premier message, c'est quand même de vous inciter à atteindre les seuils en matière d'alternance. C'est vraiment le premier message que j'ai envie de porter. Je sais que la situation économique de certaines entreprises peut être difficile, mais on a cette responsabilité. Donc, pour autant, il n'y a pas de critères d'exclusion du bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes pour une entreprise qui ne serait pas au 5%, alors qu'elle a plus de 250 salariés. Ce critère d'exclusion n'existe évidemment que pour les aides à l'embauche des alternants. André Legault, CFE-CGC. Oui. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. On va se dire que c'est peut-être bien la dernière question. Écoutez, j'avais juste… Ok, je vous remercie de… J'avais posté dans le chat le fait de pouvoir intervenir. Je souhaitais juste, par rapport à ça, revenir sur les effets d'aubaine des entreprises et sur la volonté de pouvoir aujourd'hui développer l'emploi par alternance. Et je trouvais qu'il y avait un acteur qui n'était pas suffisamment présent, qui était le tuteur. Et donc, moi, je vous invite quand même, Monsieur Rudon, à faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui reconnaître et valoriser les tuteurs dans les entreprises et certainement conditionner des aides par rapport à ça, puisque je trouve que quand j'ai regardé un certain nombre de branches sur les formations tuteurs, il y en a très peu qui forment des tuteurs, alors qu'on a beaucoup de besoins dans le cadre du transfert de compétences et que, me semble-t-il, il ne faut pas qu'on soit dans la volonté de vouloir transférer des jeunes qui rentrent dans les entreprises et qui ressortiront dans 6 mois parce qu'on aura bénéficié d'effets d'aubaine. Voilà, c'était une remarque que je voulais formuler. Alors, je rejoins évidemment ce qui vient d'être dit. Et d'ailleurs, je l'ai peut-être insuffisamment souligné, mais je l'ai cité quand même tout à l'heure dans mon intervention. Quand j'ai dit que pour une entreprise, c'était difficile de se projeter à après-demain sur le maintien des compétences dans l'entreprise, que c'était difficile de se mobiliser pour qu'il y ait des maîtres d'apprentissage en son sein, c'est bien pour souligner l'importance de ces acteurs clés
dans le parcours du jeune au sein de l'entreprise. Il n'y a pas d'apprentissage ou même d'alternance réussie s'il n'y a pas un maître d'apprentissage qui soit mobilisé. Alors bien sûr, c'est un investissement pour l'entreprise, mais c'est aussi une rentabilité parce que comme vous le soulignez, un maître d'apprentissage, c'est la capacité à transférer des savoirs, à transférer des savoir-faire, à transférer des compétences qui ne sont pas forcément écrites. Et donc, cet investissement des entreprises, il est rentable à la fois pour elles et bien sûr pour le jeune. Donc, je rejoins vraiment très, très sincèrement ce qui vient d'être évoqué sur l'importance du rôle des maîtres d'apprentissage qui ne sont pas en tant que tel l'objet d'une mesure du plan de relance, mais ce qui n'est pas, loin s'en faut, la dénégation de leur importance dans ce process d'accompagnement des alternants. Ils ont vraiment un rôle tout à fait clé, c'est évident. Merci beaucoup. Moi, je vous propose de rester ponctuel, mais si, voilà, une dernière s'il faut, sinon il est 17 h. Et j'aurais voulu que les différents intervenants, s'ils avaient un mot, une phrase, qu'on puisse, un jingle en quelque sorte, à nous passer, ce serait quoi? Madame Rapti, Madame Fagot, Monsieur Ago, Monsieur Rudan. Du coup, je lance le je lance le sujet. S'il y avait un mot, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment de mobiliser votre OPCO pour les sujets parce que on rebondit aussi avec la question qui a été posée précédemment sur le tuteur. Effectivement, au sein des OPCO, il y a l'aide à la fonction tutorale pour, en tout cas, sur cette partie financière, accompagner le tuteur en entreprise parce que vous avez tout à fait raison. C'est la clé de réussite de l'apprentissage passe par le tuteur. Bon, ce n'est pas le mot de fin, mais c'était en tout cas pour répondre à cette question-là. Mais pour ça, mobilisez vraiment votre conseiller sur le terrain, qui sera le premier relais auprès de vous pour aller chercher, déjà construire votre projet d'entreprise et ensuite aller chercher les aides mobilisables dont on vient de parler. Merci beaucoup, Madame Fagot. Bonne journée. Beaucoup de représentants des différents OPCO qui, par ailleurs, sont participants. Donc, oui, on cause commune ça fera avec écho. Vous. Voilà. Est-ce que, messieurs… Peut-être je reprendrai tout simplement le slogan finalement de tout le lancement de ces dispositifs, c'est un jeune, une solution. Oui, un jeune, c'est toujours une solution et d'autant plus maintenant, avec toutes ces aides finalement qui sont mises à disposition des entreprises, on peut penser qu'il va y avoir une reprise économique là maintenant dans les prochains mois et les jeunes sont vraiment une solution en tout cas pour le développement économique des entreprises de manière générale. Donc, n'hésitez pas finalement à solliciter ces aides parce que c'est très important pour les jeunes, pour votre entreprise et aussi pour la société dans son ensemble, je crois. Voilà. Merci beaucoup. C'est pour compléter, je pense qu'il faut rester toujours, toute question mérite une solution. Et l'entreprise doit contacter tous les acteurs, soit les services publics de l'emploi, l'État, la GFIP, les OPCO et toutes les pour qu'on puisse, chaque fois que vous êtes confronté à une situation, pour pouvoir mobiliser tel ou tel dispositif, telle ou telle aide, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, il y a ce webinaire, mais la suite, c'est derrière aussi tous les acteurs du territoire qui sont là pour vous accompagner, vous aider dans vos démarches. À ce sujet, je me permets d'ajouter qu'il y a eu un précédent webinaire avec tous les intermédiaires de l'emploi, c'est-à-dire les conseillers Pôle emploi, les missions locales. Ils étaient très nombreux il y a quelques jours, donc ils sont bien au courant de ces dispositifs et continuent de l'être. Certains même ont décidé de participer à ce webinaire ici. Donc, vous avez effectivement un appui du côté des prescripteurs que vous pouvez tout à fait mobiliser, messieurs, dames les employeurs. Pour le mot de la fin, donc si je comprends bien, M. Ago l'a dit, nous cherchons à
trouver une solution pour chaque jeune, mais dans de nombreux cas, le jeune, c'est la solution. Et pour que bien, chaque jeune trouve une solution et qu'il puisse apporter sa solution, on a besoin de la mobilisation des entreprises. L'État a été à vos côtés dans la période la plus difficile de la crise sanitaire, continue à l'être aujourd'hui. Eh bien, nous avons aussi besoin, je le dis de façon très, très simple mais très convaincue, que les entreprises soient au rendez-vous qu'on leur propose pour que les jeunes trouvent leur propre solution. Merci beaucoup aux uns et aux autres pour votre mobilisation. Merci beaucoup à vous tous. Merci, Monsieur Rudan. Donc, je rappelle pour les derniers arrivés, le PowerPoint va vous être rapidement envoyé, ainsi qu'à tous les inscrits, avec l'enregistrement de cette visio. Vous pourrez donc voilà, la ressasser. Et puis, la balle est dans votre camp. Moi, c'est ce que je comprends, Monsieur Rudan. La balle est dans le camp des entreprises et on vous souhaite plein de bon courage et on vous remercie tous. Et à très bientôt en tous les cas. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à toute l'équipe de la Direct de s'être mobilisée sur ce sujet, ainsi qu'à Maud Fagot, M. Merapti de la GFIP et à tous les représentants des OPCO, des employeurs et aussi des orienteurs. On a été jusqu'à 300 participants à ce webinaire. On était 510 inscrits. Donc, charge à vous de faire passer les informations, s'il vous plaît, dans votre réseau. Et puis de continuer à interpeller s'il y avait des zones d'ombre. La Direct se mobilise et on n'hésitera pas à revenir vers vous pour vous envoyer des informations complémentaires puisqu'on a vos coordonnées. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Finalement, ça s'est très bien passé, j'ai l'impression. En tous les cas, je l'espère pour vous aussi. On a encore quelques personnes qui sont avec nous, une soixantaine, elles sont en train de se déconnecter. J'en profite pour vous dire que Défi Métier, vous ne le connaissez peut-être pas, cet acteur, c'est un CARIFOREF, un groupement d'intérêt public. Il existe dans toutes les régions. Il est en aide de la région et de l'État, mais aussi des prescripteurs et de tous les professionnels de l'orientation et de la formation, mobilisés dans sa région donc sur ce qu'on appelle l'emploi, formation, orientation, où vous, entreprises, êtes partie prenante. Et on n'hésitera pas à se rapprocher de vous si besoin, pour mieux comprendre la logique qui vous anime et qu'on puisse faire équipe sur ces sujets de l'emploi, formation, orientation. Alors, on a eu beaucoup de questions, on n'a pas pu répondre à tous, on a tout à fait le sentiment de créer des frustrations. On assume et on est ravis de revenir vers vous et de vous répondre. Il ne faut pas rester sur cette, sensation d'inachevé, ce n'est qu'un commencement.